Salut les bouseux, avant de commencer l'émission, je dois préciser qu'elle a été sponsorisée par mes abonnés sur Tipeee. Mes abonnés sont des gens comme vous et moi, mais surtout vous. J'ai pu moi-même en essayer et mes abonnés sont vraiment très bien, très pratiques et confortables. C'est pourquoi je vous recommande personnellement mes abonnés. Attendez, c'est pas vous qui êtes censé me recommander normalement ? Ah, vous avez bien monté votre coup. Bravo, bien joué. C'est qu'on me la fait pas, moi, hein. Je m'y connais en technique de manipulation, et notamment en rhétorique, si je le dis, c'est que c'est vrai. Car on va parler du fallacy, le sophisme du sophisme, le métasophisme qui consiste à prétendre qu'une proposition est fausse si elle est défendue par un argument fallacieux. C'est un abus très fréquent chez les zététiciens en herbe, les sceptiques en mousse, les rationalistes en carton. Vous savez, ces gens qui te collent une étiquette, c'est un sophisme. Dès que tu dis un truc, tout ça parce que ça fait 3 semaines qu'ils ont appris une liste de sophismes, alors ils se croient en mesure de faire de l'analyse rhétorique sur tout le monde, partout, tout le temps, n'importe comment. Bon, ça, à la rigueur, c'est le cheminement normal de l'apprenti, comme un étudiant en première année de droit qui te sort des articles de loi pour justifier ses opinions conservatrices, ou un Marceau qui se permet une analyse des rapports entre l'art et la nation, tout ça parce qu'il a fait un doigt d'honneur en pâte à modeler. On pourrait ainsi voir l'effet de Dunning-Kruger, le biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences, avec comme conséquence de se comporter comme un idiot, voire un gros con. En effet, je soupçonne ces gens qui abusent de la dénonciation des sophismes comme n'étant pas forcément des amateurs un peu trop sûrs d'eux, car l'analyse rhétorique peut pousser dans son excès à se croire plus malin que les autres, ce qui est très agréable, hein, j'en sais quelque chose, même si moi j'ai de bonnes raisons de me croire plus malin que les autres, hein, parce que bon, les autres ils sont quand même vachement cons, hein, ils cherchent un peu. Quoi qu'il en soit, il est en effet plus facile de critiquer un discours que d'en faire un qui tienne la route. La critique est aisée, l'art est difficile, tout ça, tout ça. Moi-même, on a pu me reprocher en réponse à mes œils du bouseux, rubrique d'analyse critique, que c'est facile de critiquer. Pourtant, j'ai à côté ma rubrique billets d'humeur dans laquelle notamment je développe des argumentaires et là on ne les entend plus, les analystes du dimanche. Bon, en même temps, normalement je publie le dimanche, donc bon, techniquement c'est moi qui suis un youtubeur du dimanche. Ouais, bah le dimanche c'est très bien, hein, c'est le jour du Seigneur, ça me correspond plutôt bien. Toutefois, il faut bien le préciser que dans mes analyses critiques de vidéos YouTube, je ne me contente pas de mettre en évidence des sophismes ou des figures de style rhétorique potentiellement abusives, je réponds également au fond. Car le sophisme, la rhétorique, ce n'est pas du fond, c'est de la forme, même si cette forme nourrit le fond, ou l'inverse. Ou que le fond tient parfois uniquement sur la forme. Certains discours peuvent en effet être purement rhétoriques. Les politiciens ne s'en privent pas. C'était assez flagrant pendant la campagne présidentielle avec Macron qui faisait des discours sans programme, discours desquels les gens étaient très satisfaits, très convaincus sans pour autant être capables de savoir de quoi ça parlait. Bref, en tout cas, le sophisme du sophisme repose sur cette confusion entre la forme et le fond. Ce n'est pas parce qu'un concept est défendu avec de mauvais arguments qu'il en devient faux ou qu'on peut le rejeter sans considérer le reste. Une comparaison en soi n'est pas un argument, mais il peut être utile, pratique, plus simple de faire une comparaison pour imager ce que l'on souhaite dire plutôt que de pondre un essai philosophique. Ainsi, pour donner un exemple concret, la Terre est ronde, tout le monde le sait. Ce n'est pas un argument, ça c'est l'ad populum, l'appel au peuple, la raison de la majorité, bref, un sophisme, mais c'est vrai que la Terre est ronde. C'est juste qu'on peut justifier cette vérité avec de mauvais arguments. D'ailleurs, si on veut chipoter, quand je dis la Terre est ronde, tout le monde le sait, c'est vrai. C'est vrai que la Terre est ronde. C'est vrai que tout le monde le sait. À peu de choses près. Alors, en quoi c'est un sophisme? Ce qui est dénoncé comme étant un sophisme est le sous-entendu, la relation supposée entre ces deux vérités, c'est-à-dire la Terre est ronde parce que tout le monde le sait. Mais selon la situation, ce n'était pas forcément le sens du propos. Comme vous pouvez le constater, la sophistique c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas juste coller des étiquettes sophisme sur ce qui semble correspondre et ces erreurs, voire malhonnêteté parfois, reposent beaucoup sur notre ignorance de ce qu'est la connaissance et de comment on produit de la connaissance. Je vais pas faire un cours sur la ou plutôt les démarches scientifiques, hein. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi là-dessus, enfin je suppose. Mais je vais reprendre mon exemple de la Terre ronde. Notre conviction que la Terre est ronde, c'est généralement
simplement une croyance. Pour la plupart des gens, c'est une croyance. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le prouver, ça veut juste dire que la plupart des gens pensent que la Terre est ronde sans savoir pourquoi ils le pensent, sans être capables de prouver rationnellement que leur conviction est juste. La croyance, c'est « je sais », la connaissance, c'est « je sais pourquoi je le sais ». C'est cette ignorance de la manière dont est produite la connaissance, donc une ignorance de la démarche scientifique, qui est à l'origine de la diffusion de nombreuses croyances qui peuvent être de simples idées reçues ou des théories du complot et autres convictions politiques déconnectées du réel. Heureusement, dans le cas des platistes, ils demandent à remettre en question tellement de choses que c'est très difficile pour eux de convaincre, mais le principe est le même pour d'autres sujets, comme les vaccins ou le climat. Si on ne sait pas pourquoi on sait, on peut facilement être convaincu par quelqu'un qui sait pourquoi il sait, même s'il se trompe. C'est le cas par exemple du racisme anti-blanc. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est vraiment le racisme. C'est pourquoi à chaque débat sur le concept de racisme anti-blanc, on se retrouve à expliquer ce qu'est le racisme. Comme dans un débat sur la Terre plate, on se retrouve à expliquer ce qu'est la gravité, à expliquer ce qu'est la démarche scientifique, pour qu'on nous réponde que les scientifiques, quand même, on peut pas leur faire confiance. Qu'ils soient physiciens pour ceux qui croient en la Terre plate ou sociologues pour ceux qui croient au racisme anti-blanc. Comme vous pouvez le constater sur ce screen, vous avez un youtubeur, Sanglier Sympa, qui défend le concept de racisme anti-blanc en disant notamment que définir le sens des mots, ce n'est pas de la science. Alors que si, totalement, définir la réalité, c'est le but de la science. On a donc des gens qui ne savent pas ce qu'est la science et qui se permettent de dire ce qui n'en est pas quand ça leur permet de soutenir leur idéologie. Le racisme anti-blanc, c'est un peu comme regarder l'horizon et se dire que la Terre est plate, alors qu'il faut avoir une vision d'ensemble du monde, de son système, pour le comprendre, sinon on vit dans une bulle comme les platistes. Évidemment, c'était une comparaison totalement au hasard, Même si en creusant, on se rend compte que les platistes considèrent que la Terre ronde est une invention de la gauche pour attaquer l'Église, tout comme ceux qui croient au racisme anti-blanc pensent que le racisme systémique est une invention de la gauche pour attaquer les blancs. Ça commence à faire pas mal de points communs, comme si ces théories avaient la même origine idéologique, c'est-à-dire l'extrême droite. Mais je me suis un peu égaré, toutefois c'est un billet d'humeur, je fais ce que je veux, liberté d'expression. Ainsi, avant de faire de la critique sur la rhétorique, il est nécessaire de savoir ce qui permet de distinguer le vrai du faux, de connaître comment on en arrive à produire de la connaissance sous peine de sombrer dans l'irrationalité, la croyance, le dogmatisme, bref, sous peine de devenir de droite. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Oui, allô, les sociologues, c'est pas des scientifiques. Ils arrêtent pas de dire des trucs qui arrangent la gauche. Ça veut peut-être dire que ce sont les scientifiques qui n'arrangent pas la droite. Pas du tout. À droite, on aime beaucoup les scientifiques. Vous pouvez me dire ce qu'est un scientifique ? Les scientifiques, c'est des intellos avec des blouses. Ils ont des microscopes et des souris blanches et ils demandent plein d'argent pour vivre sur le dos des Français qui travaillent. Ah, il y a un point commun avec les sociologues. Les scientifiques, ils se croient meilleurs que les autres, tout ça parce qu'ils ont des diplômes, qu'ils font des études et des méta-analyses, tout ça alors qu'ils sont payés par les labos pour s'en prendre à l'homéopathie, qui crée de l'emploi et de la richesse. Je lisais quoi déjà ? Que vous aimiez les scientifiques ? Quoi, ces connards d'intellos ? Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.